De retour sur le plateau de cette édition spéciale Tempête, nous a rejoint sur ce plateau Marie-Paul Gourmaud. Bonjour. Vous êtes la responsable des assurances donc au Crédit Mutuel Océan. Plusieurs questions évidemment à vous poser. On va parler des questions très pratiques dans un instant pour les sinistrés. D'abord, est-ce qu'un dispositif particulier est prévu dans ces cas de catastrophe? Est-ce que tous les assureurs finalement on réserve un dispositif très particulier lorsqu'il arrive ce type de drame? Alors, je ne me prononcerai pas pour les autres assureurs. Je peux vous expliquer en tout cas ce que le Crédit Mutuel Océan a mis en place dès lundi matin. Dès lundi matin, nous avons demandé, puisque nous avons la chance d'avoir des agences au plus près de nos assurés en local, nous avons rappelé les salariés qui ordinairement ne travaillent pas le lundi pour que ces agences soient ouvertes dès lundi matin sur les sites les plus touchés. Et nous sommes venus en renfort, des équipes du siège également, à la rencontre de ces sinistrés. Nous leur avons mis à disposition par affichage, pour qu'ils en aient connaissance rapidement, des numéros de téléphone dédiés aux déclarations de sinistres. Donc ils ont pu, pour ceux qui avaient encore des téléphones, parce qu'évidemment certains sont venus à l'agence, tout était perdu, faire ces déclarations par téléphone, même par Internet, pour ceux qui pouvaient avoir accès par Internet. On a facilité tous les canaux pour qu'ils puissent le plus rapidement possible se manifester. La publication de l'arrêté de catastrophe naturelle, ça change quoi pour les assurances à partir du moment où il est publié, et pour les assurés aussi? Alors ça change quoi? Ça permet à des gens qui n'avaient pas forcément des garanties qui leur auraient permis en cas d'inondation, puisque l'arrêté catastrophe naturelle concerne les inondations, ça leur permet d'être indemnisés, ce qui n'aurait pas été le cas sans arrêter de catastrophe naturelle, s'ils n'avaient pas la garantie dans leur contrat en tout cas. Donc les premiers appels vous sont arrivés dès lundi, tout de suite les gens vous appellent? Appel, pas tout de suite, parce qu'il a fallu qu'on diffuse le numéro et qu'ils en aient connaissance. En revanche, les clients qui avaient la possibilité de bouger tout de suite sont venus rapidement se manifester directement dans l'agence, dans les agences. Vous avez beaucoup de gens qui sont venus déjà dans vos agences? Oui, aujourd'hui, oui. Ouais. Et aujourd'hui, je dirais, j'étais encore à l'Aiguillon, à l'agence de l'Aiguillon aujourd'hui. Et les gens ont paré au plus pressé. Ça y est, ils commencent à y voir un petit peu plus clair. Ouais. Et là, ils arrivent vraiment dans les agences pour poser les questions vraiment pratiques. Ils en ont beaucoup, j'imagine. Quand est-ce qu'on va être payé? Quand est-ce que le rapport d'expertise va arriver? Donc des questions pour lesquelles nous n'avons pas en tout cas de réponse précise, parce que les experts sont aujourd'hui débordés de travail, vont émettre des rapports. On a pu le voir, nous déjà, en automobile, on a des experts qui sont passés la semaine dernière, des clients qui sont déjà payés. Ah oui. On a mis en place également pour des véhicules, je pense des véhicules inondés, qui ont été vraiment dans 1,50 m à 2 mètres d'eau, un système de téléexpertise des experts directement au sein de la compagnie qui téléphonent à nos clients, puisqu'on a quand même tous les éléments concernant les véhicules dans un contrat auto. On a la carte grise, on connaît les éléments nous permettant de donner une valeur du véhicule. Donc c'est chiffré en accord avec le client. Si le client est d'accord, il reçoit le versement très rapidement. Voilà, le montant est arrêté, le virement est fait sur son compte. L'indemnisation pour la voiture, c'est très particulier dans ce type de catastrophe, ouais. Oui, là c'est particulier. La téléexpertise, on ne la met pas en place ordinairement. On attend que l'expert passe. Mais là aujourd'hui, vu le nombre de véhicules épaves, on va dire, ils sont un petit peu submergés de travail. Alors pour les gens qui n'auraient pas encore fait de démarche auprès de leur assureur, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Alors, se manifester, parce qu'il y avait le délai de déclaration qui est de 5 jours a été rallongé. Jusqu'au 31 mars. Là, voilà, tous les assureurs se sont mis d'accord là-dessus. Et puis maintenant, les gens doivent quand même se manifester pour que le dossier soit ouvert et qu'on leur donne les premières mesures. Mais je pense qu'ils ont dû les prendre déjà, à savoir nettoyer la boue, parce qu'on a entendu dans les premiers temps des clients qui venaient, qui n'avaient encore rien fait, nous dire mais on nous a dit qu'il ne fallait toucher à rien. Alors certes, il ne faut pas tout jeter à la benne, mais il faut quand même ne pas rester pendant 3 jours dans la boue. Ça, il fallait nettoyer quand ils pouvaient le faire, prendre les mesures conservatoires de bon sens, surélever des meubles plutôt que de les laisser dans l'eau quand c'était possible, prendre des photos de tout ce qu'ils avaient, parce que certaines choses ne pouvaient pas être conservées. Je pense notamment à des denrées en congélateur. Des denrées en congélateur, si l'expert ne peut pas passer tout de suite, vous ne pouvez pas garder ça va pourrir. Donc des photos. Et on balance. Donc ça, je pense que pour nos clients, nous, en tout cas, on leur a demandé de procéder de la sorte. Vous avez entendu, alors ce matin, on l'a pu le lire dans le journal Ouest France, un habitant témoignait du fait qu'évidemment, ils avaient vidé leur maison de tous leurs meubles et que leur assureur leur demandait de remettre les meubles dans l'habitation pour pouvoir prendre les photos et constater les dégâts. Ça vous semble être une réaction normale? Alors, normale, je sais pas. Je peux me prononcer pour ce qui peut être imposé dans des contrats de la concurrence. En tout cas,
moi j'ai vu des sinistrés donc du Crédit Mutuel. Nous avons pris les photos parce que nous sommes même allés. Moi je me suis déplacée avec des experts sur place. Nous avons pris des photos de mobilier qui était sorti. Évidemment, on leur a pas demandé de remettre à l'intérieur. Mais si les gens avaient par exemple évacué tout leur mobilier, qui est parti à la déchetterie, qui n'ont pas pris de photos, pour eux c'est difficile quand même. Ça peut être difficile. Maintenant, on peut en toute bonne foi comprendre qu'ils n'habitaient probablement pas une maison complètement vide. Donc là, je veux dire, il y a une discussion de bon sens qui intervient avec l'expert. Même s'ils n'ont pas pris de photos le jour même ou le lendemain du sinistre, il est probable qu'il y ait eu dans la maison peut-être des fêtes de famille, enfin je ne sais pas, à l'occasion de différents événements. On peut prendre des photos dans une maison et on voit très bien qu'il y avait un meuble là. On peut apporter quand même une certaine preuve de la possession du meuble. Alors évidemment, vous demandez, c'est bien normal, les assureurs en général demandent les factures, par exemple des appareils électroménagers, mais quand il y a eu l'inondation, c'est un peu compliqué. Je vous propose d'écouter le témoignage de ce sinistré rencontré par Alix Lanos hier. À la faute, il y a un expert qui est passé ce matin chez ma fille avec 1 mètre d'eau. Elle a tout perdu, tous ses papiers, tous ses meubles. L'expert est passé, naturellement, il n'y avait plus d'eau, ça a été nettoyé, ça a été vidé, tout est sorti, des meubles anciens de valeur. Il faut prendre un antiquaire pour estimer les meubles. Il faut retrouver les factures quand elles sont parties dans l'eau, et elles sont où les retrouver. Il faut donner la preuve de la valeur des achats, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est l'administration tatillonne. Ça, moi, je m'oppose à ça. C'est honteux, honteux, honteux. Quand vous avez tout perdu, non seulement vous avez perdu votre bien, mais en plus, les assurances, l'administration vous posent des problèmes énormes. On peut comprendre évidemment que le malheur se rajoute à un autre malheur. C'est un peu compliqué, on n'a pas envie de gérer ce genre de choses en ces moments-là. Comment ça se passe justement pour les factures, par exemple ? Alors pour les factures, des factures d'électroménager que le client n'a plus, on va lui demander on a des photos, on va lui demander la facture d'un bien équivalent, et puis l'expert va travailler sur la base de ces supports-là. Mais là encore, moi je veux bien parler d'assurance, mais c'est vrai que le travail de l'expert, c'est un métier, c'est un autre métier que celui d'assureur, c'est complémentaire, et c'est lui qui évalue cette partie-là. Mais il est évident que des papiers qui ont disparu dans l'eau, on ne va pas enquiquiner le client. Enfin, je vois pas comment on peut récupérer des papiers qui flottent. Vous avez mis en garde, colonel Brice, à un certain moment contre des personnes assez malhonnêtes, finalement, qui se promenaient dans la faute et l'aiguillon, des experts, c'est ça ? Il y a des gens qui, profitant de la détresse des sinistrés, se sont présentés sous des titres d'experts ou proposant leurs services ici ou là, en promettant des ristournes. Donc on a mis en garde, bien entendu, l'ensemble des habitants sur les communes de la Faute et de l'Aiguillon de se méfier de ces gens qui viennent proposer des contrats ou des soi-disant expertises avec des adresses sur des cartes de visite quelque peu exotiques. D'accord. Est-ce que vous sentez justement, parce qu'on a entendu là quelques personnes, on voit les témoignages aussi dans les journaux, qu'il y a une certaine tension un peu dans la ville, les gens commencent un peu à se révolter devant certaines situations, vos hommes le sentent ou pas ? Je pense qu'il y a eu forcément le choc avec la catastrophe, et que passé ce moment où nous étions tous, service de secours, sinistrés dans un moment particulièrement d'émotion, à maintenant plus de colère peut-être par rapport à certaines situations ou certaines aides que les gens estiment ne pas venir assez vite, ce qui est compréhensible. Et puis beaucoup de personnes ont perdu beaucoup dans cette catastrophe. Oui, Madame. Oui, alors juste là, moi je voulais une des mesures que nous avons prises également, c'est que pour tous les dossiers inondation dès l'ouverture, nous avons fait une avance de fonds à nos clients, minimum 1 000 €. D'accord. Dès lors qu'il s'agissait d'un dossier inondation, on sait qu'une inondation, on sait à quel point c'est important. Donc 1 000 € pour les achats de première nécessité. Il faut faire face tout de suite à des premiers besoins. Donc il y a eu plus, mais c'est à l'ouverture, il y avait déjà 1 000 €. Alors vous parlez du cas du Crédit Mutuel Océan en l'occurrence, mais est-ce que vous n'avez pas parlé pour vos concurrents évidemment, mais dans l'ensemble, quelles sont les bonnes pratiques dans ces moments-là de la part des assureurs ? Qu'est-ce qui est finalement normal et anormal dans les comportements des assureurs en ces périodes-là ? Alors, je pense que ce qui est normal, c'est de prendre les mesures. Pour moi, c'est d'être au plus proche de nos sinistrés. Il faut être là. Enfin bon, on a essayé de le faire. D'autres aussi probablement, mais on était là tout de suite.
Nous avons diligenté des inspecteurs immédiatement qui ne sont pas venus pour expertiser, mais qui sont venus rencontrer nos sinistrés pour prendre avec eux et les engager à prendre justement les premières mesures de sauvegarde. Tout à l'heure, je disais que certains craignaient de toucher à quoi que ce soit, donc sont venus avec eux prendre des photos, des éléments qui vont être remis aux experts, donc pour les aider dans ce domaine-là. Pour moi, la première chose à faire dans une catastrophe comme celle-ci, c'est d'être là, d'être au plus proche. Oui, allez-y. Pardon, allez-y. Après, dans les mesures d'accompagnement financières, donc je vous dis l'avance de fonds, bien sûr, on sait que les montants vont être conséquents. Ouais. On sait déjà à peu près combien par dossier dès l'ouverture il va falloir payer. Donc les compagnies peuvent verser déjà de l'argent pour permettre aux gens d'avancer tout de suite. Est-ce que vous avez estimé, vous déjà à peu près, ce que ça va coûter à vos assurances? Alors, il y a une estimation, mais je pense qu'elle n'est... c'est trop important, elle n'est pas juste, mais on a déjà un montant conséquent. Un ordre d'idée alors. Oh. C'est quelques dizaines de millions. Ah oui, d'euros. oui. Elle parlait en centaines. Ouais. Centaines, je ne sais pas, mais sûrement déjà une dizaine. Est-ce qu'on peut démarrer les travaux avant que l'expert ne soit passé déjà? Alors, il est préférable d'attendre, sauf un accord particulier. Alors maintenant, tout dépend des travaux. Je ne veux pas parler à la place des experts. Mais c'est vrai qu'un expert qui vient et qui voit un dommage, c'est incontestable. Il a vu l'existant. Quand c'est réparé... Bon, c'est toujours un peu plus difficile, sauf si ça se voit, c'est toujours un peu plus difficile de prouver l'état du mur ou l'état des... Et je pense que les gens n'en sont pas encore, enfin pour ceux, moi, que j'ai pu rencontrer, n'en sont pas encore au stade des réparations. Ouais. Alors il y a en revanche, on le disait donc les expertises des assureurs, mais depuis jeudi, il y a aussi les expertises des ingénieurs de l'APAV, le colonel Brice en a parlé un peu tout à l'heure, une société privée qui a été mandatée par la DAS, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, pour examiner justement les murs et les toitures des maisons. Pas question, évidemment, de laisser certains habitants retourner dans leur logement, que des masses d'eau ont fissuré qui menacent de s'écrouler. Anthony Jamin a suivi l'un des ingénieurs de l'APAV, justement, au cours de l'une de ses visites d'inspection. Moi, j'ai l'impression que celle-là est une fissure existante. On a l'impression qu'elle a déjà été traitée, regardez. Ah oui. Pour moi, c'est une fissure existante, ça. Parce que je vois déjà un genre d'enduit dessus. Moi, mon intervention d'aujourd'hui, c'est vraiment un diagnostic visuel de la solidité de la maison. Puis un visuel, mais je m'arrête simplement à la maison. Je rentre pas... C'est bon, tout est nickel chrome, mais... Comme il y a beaucoup de fissures, c'est une maison qui a beaucoup de fissures, donc elle a déjà beaucoup travaillé. Comme... S'il y a la lumière. Comme je ne sais pas si c'était, j'arrive pas à voir si c'était trop des fissures existantes ou qui sont apparues depuis. Moi, dans le doute, donc je vais avertir la cellule. Et à la suite de ça, donc Monsieur le maire va vous faire un arrêté de non-réintégration des locaux, comme quoi la maison n'est pas habitable dans l'état. Donc moi, je vais mettre risque immédiat et puis il y a pas mal de fissures. Donc j'ai du mal à évaluer si c'est des fissures existantes ou alors si c'est des fissures qui sont apparues de suite après la tempête ou après l'inondation. Je pense qu'il y en a certaines qui étaient existantes, mais d'autres qui sont apparues, qui se sont aggravées du fait de la tempête. Donc pour moi, il y a quand même un petit risque sur la solidité de la maison. Donc pour l'instant, je demande à ce que la maison soit pas réhabitée dans l'immédiat. Bon, sur ce côté, donc 3, 5, 7 là-bas. Là. C'est une maison secondaire que vous avez là. Non, c'est votre maison principale, vous y habitez tous les jours. Impressionnant, quoi. Le dégât, l'eau que ça peut faire. Quoi. Avant que les portes n'explosent, moi j'avais vu que l'eau était déjà là. Et c'est à ce moment-là que la porte a lâché. Mais en même temps que la baie vitrée. Et à ce moment-là, les meubles sont partis comme des oui, après, tout on a eu juste le temps de monter. Les fissures que je vois, là, vous ne savez pas si elles étaient apparentes ou enfin, elles existaient déjà un petit peu, les petites fissures. Non. C'est une horreur, Ouais, donc vous, toute l'eau est venue par derrière, quoi. Il y a dans ce sens-là. Bah ouais, parce que la digue est juste derrière, vous n'êtes pas loin, là. Il y a le volet roulant, il n'a pas résisté à la poussée de l'eau. Et il a même arraché la baie vitrée derrière, quoi. Et avec une hauteur d'eau comme ça d'1,50 m, vous avez une poussée pratiquement en pied d'une tonne 5. Donc ça ne m'étonne pas que ça ait pu faire des dégâts comme ça. Je suis pas du tout surpris. Mais c'est impressionnant, quoi. J'avais du mal à imaginer ça. Quoi. Il n'y a vraiment que la baie, c'est bien sûr, c'est elle qui a tout pris là-bas.
Hein, donc pour moi, pas de crainte vis-à-vis de la société, mais je dis bien sûr immédiat, quoi. Je vous garantis pas ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. C'est vraiment simplement savoir s'ils peuvent réintégrer leurs locaux pour faire du nettoyage, récupérer des biens, etc. Mais c'est pas un diagnostic à long terme, quoi. Bon courage. Merci. Au revoir. Voilà, déchirure évidemment pour certaines personnes de ne pouvoir retourner dans leurs habitations. Les gens que vous avez rencontrés ont envie ou pas, certains, de retourner ou... On voit un petit peu tous les cas de figure. C'est vrai qu'on a vu des gens, bon, je crois que le choc, c'est violent et c'est encore très récent, qui nous disent, bon, de toute façon, je ne peux pas y retourner. Bon, il faut laisser peut-être un peu passer le temps et puis, bon, voir aussi s'il est possible, parce qu'il est possible qu'on leur demande qu'on leur interdise de revivre dans ces maisons. Hein. Je ne sais pas ce qui peut être décidé. À titre personnel, comment vous avez vécu votre présence là-bas, parce que vous êtes rendu... Alors, j'y étais dès lundi. Là, je parle de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon, et puisque bon, nous avons aussi le département de Charente-Maritime au Crédit Mutuel qui a été touché, mais là, je ne suis pas encore descendue. J'ai des collègues qui y sont allés. J'ai reçu un choc. Je m'attendais, je savais ce que j'allais voir, mais d'être sur place et lundi, alors je ne sais pas si c'était particulier à la journée de lundi, parce que ça m'a fait un autre effet ensuite mercredi, jeudi. La semaine dernière. Oui, je parle bien de la semaine dernière. Il y avait un silence. Je trouve qu'il y avait un silence, les gens travaillaient dans les maisons, ne se parlaient pas bon, tout le monde était forcément dans ce qu'il avait à faire, et c'était une impression, vraiment un chaos, quoi. Ça m'a laissé une impression, j'étais choquée. Dans l'ensemble, les gens que vous rencontrez, vous les trouvez comment? Ils ont envie de se battre, s'en sortir, ils sont totalement éprouvés et vraiment très très bas aujourd'hui? Alors, peut-être que ça viendra sur le coup. Moi, en tout cas, pour ceux que j'ai pu rencontrer, évidemment, ils étaient choqués, abattus, ils se demandaient encore ce qui leur arrivait. Mais certains étaient encore, alors qu'ils perdaient toute leur maison, le mobilier, ils n'avaient plus rien, capables de me dire mais nous, ça va. On n'a que du matériel. Mais ils n'avaient plus rien. Mais on n'a que du matériel. Je trouvais que cette force encore, c'était un peu surprenant. Ils auraient pu s'effondrer. Ceci étant, je pense qu'avec le temps, ils vont prendre un peu plus la mesure de ce qui se passe et peut-être que ça va être plus difficile. Jean-Pierre Bastet, vous en avez croisé aussi des habitants encore ces derniers jours. Vous les trouvez comment, vous, quand vous leur parlez? Ils sont très fatigués. Ça, c'est le premier constat. La fatigue, les gens, on voit les traits tirés. Je crois qu'on est passé de l'épuisement. Maintenant, faut passer à autre chose, quoi. Mais la phase épuisement, je crois, on a pas mal de gens. J'en ai eu pas mal sur la Faute et sur l'Aiguillon-sur-Mer. On sentait les gens épuisés, résignés. Voilà, c'était un peu ça, résigné, impuissant face aux éléments naturels, impuissant face à toute cette eau, et puis désemparé face aux dégâts dans leur maison, quoi. Quand on a vu quand l'eau s'est retirée, c'est impressionnant. Moi, j'ai eu l'occasion de repasser après que l'eau soit retirée en cours de semaine dernière. C'est impressionnant. Des voitures montées sur des murs d'1,50 m, on n'imagine pas une telle force de l'eau. C'est vraiment le chaos. Voilà. Il y a le quartier de la Faute, notamment, là, c'est vraiment le chaos. Donc on comprend l'abattement des gens face à ça, puis par où commencer. Voilà. Je crois que c'est ça. Et bon, maintenant, les gens commencent à reprendre après avoir le nettoyage. L'eau s'est retirée, donc on voit déjà peut-être un peu mieux, mais je crois qu'il y a un gros travail derrière de reconstruction, puis de prise en compte de cette catastrophe de la part des gens qui ont été sinistrés. Je crois que c'est le sentiment qui domine. Et puis les gens sont particulièrement... Enfin, on a tous été bouleversés par ce qui arrive, et ensuite, au hasard des rencontres, on a des témoignages terribles, parfois de cette nuit, des éléments, de la manière dont ça s'est déroulé, les gens vous expliquant... comment ça s'est passé, comment pour certains ils ont fui miraculeusement de cet enfer des eaux quelque part, et on ne peut être que touché face à tant de détresse. Et c'est vrai que aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui restent éprouvés par rapport à tout cela. C'est pour ça que aujourd'hui les services de l'État, notamment au niveau de l'écoute, du soutien psychologique, sont déployés énormément sur le terrain.
J'ajoute enfin sur ce dossier notamment des assurances que l'association de consommateurs UFC Que Choisir propose ses services aux sinistrés vendéens de la tempête. L'antenne locale de l'association en Vendée délivre gratuitement et au téléphone des conseils notamment donc justement sur ce dossier des assurances. Que vous soyez ou non abonné à l'UFC Que Choisir, vous pouvez donc appeler le numéro de téléphone que vous voyez s'afficher maintenant. Marie-Paul Gourmaud, merci beaucoup de nous éclairer sur ce dossier des assurances. Merci à vous. On va marquer une pause. On va se retrouver dans un instant avec le colonel Brice et le commandant Rabasté pour revenir sur cette nuit du 28 février. Et puis nous irons au Sable d'Olonne constater aussi les dégâts et notamment au port de Plaisance. Vous verrez que c'est assez impressionnant. Et puis nous aborderons aussi le dossier des agriculteurs. On en a déjà parlé, mais le recensement exploitation par exploitation a commencé. Nous y reviendrons dans un instant. À tout de suite.